Juste avant de lancer un nouvel épisode, je t'invite à aller faire un tour sur vestiaire.org/livre. La grande question à laquelle on essaie de répondre sur ce podcast, c'est comment construire une carrière de sportif de haut niveau. Devine quoi, avec Maxime Dubois-Danguin, on a fait un gros boulot pour synthétiser l'ensemble des interviews qui sont déjà diffusées sur le podcast dans les vestiaires et on a sorti ce qui j'espère sera ton prochain livre de chevet. C'est à découvrir sur vestiaire.org/livre. C'est disponible en version électronique sur notre site et puis sur Amazon si tu veux la version papier. L'avantage, au-delà d'aller chercher un max d'informations en plus de tous les épisodes que tu peux entendre, c'est de pouvoir soutenir toutes les sportives et tous les sportifs de haut niveau actifs interviewés sur ce podcast, puisque tous les bénéfices de ce livre leur seront reversés. Voilà, allez, c'est parti pour un nouvel épisode et n'oublie pas vestiaire.org/livre. À tout de suite. Dis papa, ils font quoi les sportifs quand ils sont pas sur le terrain ? Croyez-moi, quand votre fils vous pose cette question, ça fait réfléchir. Surtout quand on sait que pas mal d'entre eux jonglent avec un ou plusieurs jobs pour pouvoir joindre les deux bouts. Et j'ai réalisé que beaucoup d'entre nous se posent la même question. C'est pour ça qu'il y a quelques années, j'ai décidé de lancer le podcast Dans les vestiaires pour plonger dans cette double vie. Parce que derrière chaque athlète, il y a une histoire et parfois un autre métier. À peu près au même moment, j'ai rejoint ePlayer, un cabinet de recrutement spécialisé dans les recherches critiques. Alors moi, je suis recruteur tech et avec mon associé, on aide les entreprises à trouver les perles rares, mais on accompagne aussi les entités qui veulent définir ou redéfinir une politique de recrutement. Et je peux vous dire que des sportifs de haut niveau, croisés au gré de nos chasses de candidats, on en a vu un sacré paquet. Et oui, parce que, encore une fois, vivre de son sport n'est pas si facile quand on n'est pas installé au plus haut des podiums depuis des années. Et encore, comme une marque bien installée, il faut y rester et se réinventer sans cesse. Du coup, à travers les histoires inspirantes de mes invités, je vous propose de découvrir comment on peut répondre à nos enfants qui se demandent encore ce que font toute la journée ces sportifs de haut niveau. Parce que oui, entre sport et entrepreneuriat, il y a beaucoup de points communs. Et avec les JO de Paris qui approchent, c'était le moment de redonner vie à ce podcast. Alors restez après l'épisode, je vous donne tous les détails sur notre invité et je vous invite à aller voir la page sur le site vestiaire.org pour pouvoir le soutenir dans ses projets. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast Dans les vestiaires. Aujourd'hui, on va parler à nouveau avec un athlète dans le sens pratiquant de l'athlétisme. Je suis très heureux de recevoir Jules Robin. Salut Jules. Salut Armano, merci de me recevoir. Je t'en prie. T'as vu, j'ai bien insisté sur ton prénom parce qu'en audio, on ne sait pas trop faire la différence entre Jules et Robin, si c'est lequel est le nom et lequel est le prénom. Donc toi, ton nom de famille, c'est Robin et ton prénom, c'est Jules, n'est-ce pas ? Ouais, c'est ça, ouais. Mais bon, on peut garder juste Jules et ça m'ira bien. Ouais, on peut garder juste Jules, effectivement. Jules, tu m'as dit que tu avais écouté des épisodes du podcast et j'en suis honoré. On a été mis en relation par Philippe Morlot, que je salue. La première question que je pose à mes invités est toujours la même. Et tu le sais, je demande à mes invités de se présenter. Donc, dis-nous tout, qui est Jules Robin ? Du coup, t'en as dit une partie. Je m'appelle Jules Robin et je suis athlète. Moi, j'ai toujours réfléchi à cette question parce que même moi, c'est un peu compliqué de me définir. Enfin, je dirais que je suis parfois un athlète qui fait des études et parfois un étudiant qui fait du sport. Mais globalement, je suis juste un garçon de 21 ans qui étudie à Sciences Po et qui fait de l'athlétisme de haut niveau, si on peut le dire comme ça. Je fais du demi-fond, donc du 1500 mètres aux 10 km. Et là, du coup, comme je viens de te le dire, je viens de démarrer un master en politique de l'environnement. Donc, j'essaye de concilier tout ça tant bien que mal avec plus ou moins de succès. Alors, le plus ou moins de succès, on verra après. Peut-être tu peux nous aider déjà pour rentrer dans le dur à définir ce que c'est qu'un athlète de haut niveau pour toi. Parce que on voit peut-être pas, on le voit pas en audio, mais tu as mis des guillemets sur le haut niveau. Donc, c'est quoi pour toi un athlète de haut niveau ? Ouais, c'est vrai que moi, j'aime pas forcément me définir comme athlète de haut niveau. C'est vrai que si c'est juste une appellation stricto sensus,
Lorsqu'on appartient aux listes du ministère, alors oui, je le suis, mais moi je me reconnais pas forcément, tu vois, dans cette dénomination-là, parce que je pense que le haut niveau c'est vraiment quelque chose auquel j'ai pas encore vraiment touché et que je toucherai peut-être jamais dans ma vie. Je pense que c'est plus une philosophie de vie et c'est vraiment quelque chose de chronophage. C'est le haut niveau, c'est se dévouer complètement à sa pratique et moi je suis pas sûr que j'ai touché du doigt ce niveau-là de performance et de dévouement à mon sport, quoi. Alors, laisse-moi faire un petit peu le coach, le préparateur mental, si je puis me permettre, même si j'en ai pas du tout l'étoffe ni la formation. Mais pourquoi est-ce que tu nous dis que tu l'as pas encore touché du doigt le haut niveau? Pourquoi est-ce que tu dis que tu es pas totalement dévoué à ton sport? Est-ce que c'est le côté étudiant aussi qui fait ça? Ouais, bah en fait moi c'est clairement ça. J'ai jamais voulu mettre tous mes œufs entre guillemets dans le même panier et du coup j'aime bien ce côté. Où je fais un peu tout avec plus ou moins de succès comme je te le disais, mais en tout cas c'est vraiment mon côté touche à tout et le fait de vouloir être quelqu'un de complet et avant tout un athlète qui fait des études à côté. Enfin pour moi c'est presque aussi important et c'est pour ça au début que j'ai insisté sur cette nuance-là, de te dire que je pense que 75% de mon temps en fait je suis plus un étudiant qui fait du sport qu'un athlète de haut niveau qui fait des études à côté. Donc c'est ce côté-là qui me rend un peu, je pense, différent et qui fait que j'ai une approche du sport un peu différente aussi. Ouais. Alors tu parles d'être étudiant, tu parles de Sciences Po. Sciences Po a fait partie des premiers instituts de formation de haut niveau à intégrer des sportifs de haut niveau. Alors si tu veux, tu mets les guillemets ou pas. Hein. Pour moi, tu es un sportif de haut niveau. Est-ce que toi, tu bénéficies de ce programme de sportif de haut niveau chez Sciences Po ou tu l'as vraiment intégré en formation continue, en cycle normal, comme tous les autres étudiants et que tu essaies de placer tes entraînements et tes compétitions au chausse-pied? Ouais, bah du coup, moi en fait j'ai intégré Sciences Po il y a 3 ans, enfin 2 ans et demi pour être un peu plus précis. Alors on enregistre le 19 janvier, hein, voilà, comme ça donne un peu une idée le 2 ans et demi. Ouais, c'est ça. Du coup, j'ai intégré Sciences Po et c'est oui, à ce moment-là, j'ai rejoint un cursus pour les sportifs de haut niveau a posteriori en fait, en milieu d'année. Et du coup, j'ai rejoint ce cursus-là qui m'a permis d'aménager un peu mon temps différemment, de partir en stage et du coup de presque toucher du doigt le haut niveau parce que il y avait des périodes en tout cas de l'année où j'étais presque professionnel. Quand je partais en stage un mois, globalement. C'est clair que les études ça devenait un peu plus secondaire et ce qui primait c'était vraiment l'athlète, l'entraînement et tous les à côté du haut niveau. Et puis là en revanche je viens de démarrer des cours de master et là pour le coup en master je bénéficie plus de ces aménagements donc là je suis redevenu un étudiant normal et lambda et ça me plaît bien de me fondre dans cette masse là. Bon, on comprend mieux. Tu disais tout à l'heure que quand tu bénéficiais de cet aménagement pour les sportifs de haut niveau, tu as eu l'impression un peu plus de toucher du doigt le sport de haut niveau. Tu as même dit que tu te sentais un peu sportif professionnel, notamment quand tu partais en stage pendant un mois. Ça voulait dire quoi, les aménagements à Sciences Po pour les sportifs de haut niveau? Est-ce que c'était une question d'emploi du temps qui était un petit peu plus condensé? Est-ce que c'était plus de facilité pour les absences? On avait à ce micro aussi Maximilien Fleury, qui est tennisman et qui est sportif de haut niveau à Rennes School of Business. Et c'est ça, pour l'ESC Rennes, avoir des sportifs de niveau, ça veut dire aménager un petit peu l'emploi du temps et autoriser les absences quand elles sont liées au sport. Est-ce que c'était pareil à Sciences Po ou est-ce qu'il y avait d'autres aménagements, d'autres facilités, d'autres avantages à être sportif de haut niveau à Sciences Po? Ouais, là je pense que c'est clairement un des programmes qui permet le mieux de concilier sport et études en France parce qu'en fait on est complètement autonome. C'est-à-dire qu'il y a des cours qui se tiennent 3 ou 4 jours par semaine, auxquels on peut assister ou pas, auxquels on peut assister ou pas en Zoom aussi, donc peu importe où on est aux 4 coins de la planète. Et puis c'est nous qui décidons aussi de passer les examens quand on le veut. Donc c'est clair qu'on a cette flexibilité-là qui fait que on peut globalement suivre les cours n'importe quand et n'importe où dans le monde, quoi. Donc c'est très 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 facile
Petite précision, quand tu dis vous êtes libre de choisir quand vous voulez passer l'examen, ça ne veut pas dire qu'on vous donne le diplôme sans passer les examens. C'est juste qu'au lieu de les passer, je sais pas, en juin comme tout le monde, vous pouvez bénéficier d'un aménagement pour les passer en juillet ou en août ou en septembre si vous revenez des JO par exemple et qu'en plein JO, vous n'avez pas la tête à passer les examens, c'est ça? Ouais, non, mais en fait, c'est ça. Le but, c'était vraiment de permettre à n'importe quel pratiquant de n'importe quel sport de pouvoir avoir accès à des études un petit peu poussées. Et en fait, bah, du coup, c'était pour essayer de faire concilier toutes les carrières et tous les types de sports. Parce que forcément, quand on fait du tennis et quand on fait, je sais pas, du ski alpin de haut niveau, bah, les saisons, elles sont pas tout à fait au même moment. Et donc, si on a que des cours du mois de novembre au mois de février, bah, c'est un peu plus compliqué pour un skieur de venir en cours en plein milieu de sa saison. Donc, ça permet à tous les sportifs d'y trouver leur compte et de pouvoir poursuivre des études poussées et en même temps d'avoir l'équivalent d'une licence, quoi, de 180 crédits européens. Ouais, bon, l'avantage c'est qu'en athlé, la saison elle était un peu calée sur l'année scolaire, non? Ouais, en tout cas en Europe. Moi, c'est clair ouais. Non, mais moi, c'est clair que j'ai eu aucun problème. J'ai pu faire mes stages quand je le voulais, passer mes examens quand je le voulais. Enfin, franchement, ça s'est super bien passé et je suis vraiment content d'avoir pu bénéficier de ce cursus-là, ouais. Tu disais tout à l'heure que tu te sentais un peu comme un sportif pro. Du coup, la différence pour toi entre un sportif pro et un sportif de haut niveau, au-delà de la sémantique, c'est quoi? Non, je pense que c'est vraiment une approche du sport qui est différente. Moi, comme je te le disais tout à l'heure, j'ai jamais, vraiment cherché, en tout cas, à faire tout bien à côté. Je pense que je suis resté juste un gars de 20 ans qui avait des rêves plein la tête et qui voulait tout concilier, mais qui a jamais voulu vraiment tout donner dans son sport. Enfin, en tout cas, se donner tous les moyens d'être professionnel à tout prix. Moi, je pense que j'ai été bon à un moment. Ça m'a permis d'arriver à un certain niveau de performance auquel je m'épanouis. Mais j'ai jamais eu ce rêve d'être professionnel que j'ai poursuivi coûte que coûte. Et donc, ouais, je pense que quand on est professionnel en athlé, en fait, on a l'impression que on s'entraîne 15 heures par semaine et c'est tout. Mais en fait, c'est tout à côté. Et en fait, c'est vraiment 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 qu'on se dédie à sa pratique. Et moi, j'ai jamais eu cette perspective-là. Ouais. Bon, c'est vrai que c'est l'essence même de ce podcast, c'est de pouvoir aider les sportives et les sportifs de haut niveau à financer leur carrière. Ça passe soit en leur donnant la parole, mais aussi en donnant la parole à d'autres personnes qui peuvent venir témoigner. Tu parles de l'organisation d'une journée, d'une préparation, d'un entraînement pour une athlète ou un athlète en tant que pratiquant d'athlétisme. C'est clair que c'est ça. Déjà, il y a 2 voire 3 entraînements par jour, et entre les deux, il faut récupérer, même si en termes de volume horaire, ça paraît pas forcément super important quand on prend uniquement la pratique de l'athlétisme. On peut être à 15-20 heures par semaine. En revanche, c'est tout ce qu'il y a à côté qui va venir aussi se greffer, qui va venir prendre du temps sur l'agenda et qui va entre guillemets, pas forcément permettre à certains athlètes professionnels d'avoir un métier à temps plein à côté. Toi, tu es en études, en plus, tu t'entraînes. Donc, tu es un étudiant sportif plus qu'un sportif étudiant. Ton objectif, une fois que tu auras validé ton master, c'est quoi? C'est de continuer vers un doctorat? C'est de te mettre à fond dans le sport cette fois-ci, prendre 1 ou 2 années sabbatiques avant de prendre un job pour voir où est-ce que ça peut t'amener? C'est quoi ton objectif avec le sport et les études? Ouais, c'est vrai que c'est assez complexe parce qu'en plus, en ce moment... c'est un moment assez charnière du coup parce que je viens de me rediriger vers un master qui me plaît énormément. Enfin, c'est quelque chose dans lequel j'aimerais bien travailler plus tard. Et puis en parallèle, j'essaye aussi d'aider une doctorante à Normal Sup qui finit sa thèse. Donc je commence à baigner un peu dans ce monde-là de la recherche. Et en parallèle, du coup, je suis aussi sportif. Je m'entraîne aussi 12 fois par semaine. Et comme tu viens de le dire, j'essaye de faire attention à tous les à côté. Et donc, c'est vrai que c'est assez chronophage et c'est quelque chose qui me prend pas mal de temps. Donc là, je suis dans ce moment de réflexion, de savoir qu'est-ce que je vais faire dans le temps long. Pour l'instant,
En fait, la situation dans laquelle je suis pour l'instant, j'ai l'impression que, enfin, j'ai réussi en tout cas, à constituer un équilibre qui me convient assez parfaitement. Et donc, je me dis que tant que je peux pousser au max les curseurs dans les 3 domaines que je poursuis aujourd'hui et qui m'épanouissent complètement, bah, je le ferai. Et donc, pour l'instant, je me mets aucune limite et je me dis, tant que je peux faire mon sport, mes études et mes activités extra, et que j'arrive à tout mener de front avec, comme je te le disais tout à l'heure, plus ou moins de succès, bah, ça m'ira bien et ma performance, elle réside là-dedans, quoi. Dans cet équilibre entre les 3. Et tu sais que dans les paramètres de la performance, que ce soit scolaire, professionnel ou sportif, il y a aussi le sommeil. À quel moment tu dors entre les études, l'entraînement, le coup de main à la doctorante? À quel moment tu récupères? Non, mais c'est clair que c'est toute une question d'organisation et je pense que c'est la rigueur que j'ai acquise dans le sport qui me permet d'avoir ces journées assez rythmées qui font que je suis épanoui et qui en même temps en tout cas c'est la rigueur qui fait que j'arrive à planifier des semaines qui sont assez cohérentes et qui au final j'arrive à joindre les bouts et voilà, je me lève un peu tôt le matin, je me couche parfois un peu tard le soir, mais en tout cas entre ces 2 extrêmes, bah, je les remplis avec ces 3 activités-là et ça va. C'est vrai qu'on a souvent coutume de dire que quand on a un métier passion, on n'a pas vraiment l'impression de bosser. Et ça vaut pour le métier, ça vaut aussi pour les études et ça vaut aussi pour le sport. Donc si tu pratiques ton sport avec passion, t'étudies dans un domaine qui te passionne, finalement, ça glisse tout seul. Ça glisse tout seul, mais ça veut pas dire qu'on épuise son corps. On est d'accord. Pour autant, hein, je veux dire, moi, je sens que parfois c'est assez éprouvant et que mentalement, c'est vraiment dur. Il y a des moments où je m'y retrouve plus et je suis obligé de lever un peu le pied parce que mentalement, je craque un peu et c'est un peu dur. Mais globalement, c'est clair que c'est plus facile quand on le fait avec passion et quand on le fait dans quelque chose dans lequel on se retrouve et on a l'impression d'être utile, quoi. Tout à l'heure, tu parlais de rigueur. J'entendais aussi éventuellement des routines. Ça ressemble à quoi une journée ou plutôt une semaine de Jules Robin? Alors, à quoi ça ressemble? Je dirais que je me lève tous les matins assez tôt. Je pense, avant 7 heures, j'essaye. Et souvent, je m'entraîne entre 9 et 11 fois par semaine. Donc, ça fait que je double quand même pas mal de jours en course à pied. Donc, j'essaye souvent d'aller faire un petit footing le matin avant de partir en cours. Souvent entre 7 et 8 heures. Puis, je me dirige vers l'école. Et puis là... du coup, je sais quand j'y vais, mais je sais pas trop quand j'en reviens. Et en général, j'ai la grosse séance qui est planifiée le soir entre 18 et 20 heures, souvent avec mon groupe d'entraînement. Donc, soit dans le 93 à Pierrefitte, soit plutôt vers Vincennes. Et puis ensuite, je rentre chez moi et je dors le plus rapidement possible. Bon, elle est où la case devoir, travail personnel, préparation de l'entraînement, revue du planning, organisation des objectifs sportifs? Cette case-là, c'est vrai que je la néglige un peu. Je pense que c'est juste dans ma tête, tout est un peu fouillis et j'essaye de m'y retrouver tant bien que mal. Bon, bah écoute, j'aimerais bien être fouillis comme toi, hein, étudiant. Je suis pas que rigoureux. Ok. Écoute, c'est une certaine forme de rigueur. Hein. On a déjà vu des gens qui vivent dans un appart ou dans une maison complètement en bordel et qui s'y retrouvent. Hein. Dès que tu ranges, ils sont perdus. Ouais, c'est sûrement ça. Revenons un petit peu à toi et à ta pratique du sport. Quand est-ce que tu découvres le sport et est-ce que tu commences à découvrir le sport par l'athlétisme? Non, pas du tout. Bon, après, moi, j'ai vraiment l'impression que le sport, il a toujours plus ou moins fait partie de ma vie. En fait, j'ai aucun souvenir de moi sans être impliqué dans dans quelque manière que ce soit avec le sport. J'ai un père qui est assez sportif, un grand-père qui est assez sportif. Mon père, il a fait plusieurs Ironman et je sais pas, une trentaine de marathons, donc il y a peut-être un peu d'hérédité là-dedans. Et puis, moi, personnellement, ouais, c'est arrivé un peu plus tard, parce qu'en fait, moi, je suis né avec une malformation cardiaque,
Et du coup, j'ai commencé le sport un peu plus tard parce qu'en fait, c'était un trouble électrique. Enfin, je l'ai fait rapidement, ça s'appelle un Wolff Parkinson White. Et du coup, en fait, c'est un faisceau supplémentaire qu'on a autour du cœur qui est anormal et qui engendre en fait un rythme cardiaque trop rapide, donc pas trop compatible avec les sports de fond. Donc forcément, j'y suis arrivé un peu plus tard. Quoique, c'est peut-être un peu plus compatible justement avec les sports de fond qu'avec les sports d'explosivité. C'est peut-être plus compatible avec, pour reprendre l'athlé, avec un sport de demi-fond, du 1500, du 5000, du 10 000, voire du marathon, qu'avec du sprint sur 60, 100 ou 200 mètres, non ? Oui, sûrement. Et en même temps, quand on veut être un athlète complet sur 1500, on fait presque du travail de sprint et presque du travail de fond, Donc, le cœur, c'est quand même notre outil de travail et c'est le truc qu'on pousse un peu le plus dans ses retranchements tous les jours, 2 heures par jour, 7 jours sur 7. Donc, c'est clair que... en tout cas, ça faisait pas tellement bon ménage. Et du coup, c'est pour ça que j'ai essayé de régler tout ça. Je me suis fait opérer une première fois, c'est revenu, et je me suis fait réopérer une deuxième fois il y a 3 ans. Et donc maintenant, j'ai l'impression que c'est derrière moi et ça m'embête plus du tout. Mais du coup, tout ça pour dire que je suis arrivé sur le sport, en tout cas de haut niveau, en tout cas avec une pratique un peu plus intensive plus tard. Au début, je faisais du tennis, donc rien à voir. J'ai fait du tennis, je pense, jusqu'à mes 13-14 ans. Ensuite, j'ai basculé un petit peu sur le triathlon. Et sur le triathlon, naturellement, comme j'ai été plutôt bon en course à pied, j'ai basculé sur la course à pied. C'est un peu le cheminement. C'est étonnant parce que d'habitude, on fait plutôt l'un des 3 sports, voire 2 des 3 sports du triathlon. Et puis, on bascule dans le triathlon. Toi, tu as fait du tri et après, tu es parti sur un des 3 sports. Ouais, c'est ça. En fait, j'en ai fait parce que j'avais des copains qui en faisaient et que le fondateur du club dans lequel j'étais était un ami d'enfance de mon père. Donc, c'est un peu plus comme ça que ça s'est fait. Et c'était facile de s'y mettre et en termes de logistique c'était ultra facile, donc c'est plus un choix pas par dépit, mais en tout cas un choix plus naturel. Ouais. J'imagine, et puis ça devait bien arranger ton père. Moi, pour la petite anecdote, quand je préparais mon premier Ironman, que finalement j'ai pas fait pour des raisons de santé, mais mon fils avait 13 ans et c'était la bonne excuse d'aller à l'entraînement. J'allais pas m'entraîner, je ramenais mon fils s'entraîner avec moi et par le plus grand des hasards, on se retrouvait à nager dans la même piscine, à courir sur la même piste, etc. Ça devait être sympa pour ton père, non ? Ouais, c'est clair. C'est clair que c'est des sports qui sont super chronophages et pas forcément compatibles avec une vie professionnelle et de famille. Donc ça devait être une bonne excuse pour lui, en tout cas, d'avoir mis un de ses enfants dedans. Et en tout cas, ça lui permettait de s'entraîner. Et moi, j'étais aussi plutôt épanoui. J'avais des bons potes et en tout cas, ça m'a mis le pied à l'étrier. Donc c'est cool. Ouais. Et justement, par rapport à tes problèmes cardiaques, comment est-ce que tu vas outre ces problèmes? Comment est-ce que tu arrives à t'entraîner, notamment avec du sport d'endurance ou des sports un peu plus exigeants, parce que le triathlon, ça a beau être un sport d'endurance, quand on est jeune, c'est plutôt de l'explosivité. Donc, comment tu jongles avec les deux? En fait, maintenant, il n'y a vraiment plus aucune contre-indication parce que, comme j'essaie de te l'expliquer, c'est un faisceau électrique et donc, en fait, une fois qu'on en fait l'ablation, le truc il n'existe plus dans ton corps, donc à partir de ce moment-là, c'est comme si tu étais redevenu complètement normal. Le seul risque que ça comporte, c'est quand le truc est toujours présent et que t'as pas fait l'opération et que du coup on n'a pas brûlé ce petit faisceau et qu'à tout moment il peut se déclencher et donc faire des crises de tachycardie, et donc là c'est assez relou, quoi. Ma fille a la même chose. Elle a déjà fait une première opération et a priori, effectivement, quelques mois après, on lui a dit qu'il allait falloir y retourner. Donc, je connais un peu le truc. D'accord. Non, c'est pas très grave, c'est assez commun et ça se fait bien, quoi. Donc, du coup, tu découvres la course à pied un peu plus tard par le biais du triathlon. À quel moment tu switches justement beaucoup plus vers l'athlétisme et beaucoup plus vers du demi-fond? Du coup, déjà, en faisant du triathlon, j'ai toujours fait que du demi-fond, parce que dans le triathlon, même quand on est petit, c'est des distances qui sont déjà de 2 ou 3 km en course à pied. Donc, j'ai toujours fait uniquement ce volet-là de la course à pied. Et puis, je pense que
Je sais plus, je crois que j'étais au lycée. En seconde, j'avais essayé de faire une année où je m'étais vraiment beaucoup investi dans le triathlon, où j'avais essayé de nager beaucoup plus parce que c'était ma faiblesse. Enfin, en tout cas, j'y étais arrivé beaucoup plus tard dans la natation, et on sait bien que c'est un sport vraiment super technique et que du coup, faut vraiment en bouffer pour combler le niveau. Et j'en avais fait beaucoup. J'avais atteint un niveau qui était assez bon, tu vois. J'avais fait enfin, je sais pas si ça te parle, mais ça s'appelait des stages IAT, qui était un peu l'antichambre de l'équipe de France de triathlon jeune. Donc j'avais un niveau qui était pas trop mauvais, et en fait enfin je voyais très bien que c'était uniquement en course à pied que j'excellais vraiment. Et en tout cas, comme forcément j'avais dû délaisser la course à pied qui était mon point fort pour essayer de renforcer mes faiblesses qui étaient les deux autres sports, bah je me rendais compte qu'en m'entraînant moins, j'étais toujours meilleur que les autres. Donc je pense que c'était un peu la sélection naturelle. Et donc je me suis dit bon allez, arrête de travailler tes points forts et tes points faibles, et justement renforce ton point fort qui est la course à pied, et bascule là-dedans. Et c'était assez grisant parce que enfin tu vois, tu te rends rapidement compte qu'en fait enfin tous les rêves que tu as dans la course à pied, en fait au fur et à mesure ça devient des vrais objectifs parce que tu commences à t'entraîner là-dedans, et de manière plus assidue et plus pro. Et donc ouais, enfin tous les rêves que t'as au début, gagner des championnats de l'Île-de-France, aller faire les championnats de France, faire des sélections en équipe de France, bah tu te rends compte que ça devient de vrais objectifs. Et donc là, à ce moment-là, c'est grisant, et là t'as envie d'y aller, quoi. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à vraiment m'entraîner en course à pied, ouais. Et donc toi, tu y as été, pour faire une analogie avec l'athlétisme, tu as mis un pied devant l'autre, tu as couru vers tes objectifs. Comment tu les as construits, ces objectifs, justement, entre champion d'Île-de-France, aller aux sélections pour l'équipe de France? Comment est-ce que tu construis tout ça au fur et à mesure? Et puis, parle-nous un petit peu de ton palmarès. Ouais. Bah, en fait, je pense que c'est assez... C'est qu'une suite logique de choses. Je pense qu'au début, quand tu t'y mets, enfin moi en tout cas, c'était vraiment pour être avec mes copains sur la piste, en triathlon, etc. Et puis comme t'es assez bon dans le triathlon, on te dit bon, ça te dirait pas d'aller faire les crosses l'hiver, donc tu prends une licence et tu vois que tu commences à faire des podiums, des machins, et en fait tu te prends vraiment super facilement au jeu. Et moi je me souviens que, enfin en fait j'avais un carnet. Et dans ce carnet, je me disais, bon voilà, alors ça serait toutes les courses que j'ai envie de gagner un moment, ou en tout cas tous les chronos que j'ai envie de faire. Et comme bah, la course à pied, c'est assez quand même terre à terre, tu vois, c'est au final, le cross, bah, y a un gagnant et tous les autres, c'est des perdants. Si tu veux faire 15 minutes, enfin, tu vois, tu fais 15-10, c'est pas bon. Enfin, tu vois, c'est quand même assez scientifique et assez rationnel, tu vois. Et du coup, moi, c'était vraiment ça, c'était l'essence même de la course à pied qui me plaisait. Et du coup, je me disais, bon, bah, vas-y, fais cette liste. Je me souviens, je sais pas, j'avais une dizaine de courses que j'avais envie de gagner, des podiums que j'avais envie de faire. Et en fait, bah, à chaque fois que j'en gagnais une ou que je faisais un podium, bah, je la rayais. Je me disais, bon, vas-y, t'en rajoutes une en bas de la liste. Et du coup, ça s'est construit un peu comme ça. Je me souviens qu'au début, pour moi, c'était... Enfin, je me souviens que c'était un truc de dingue d'être champion de France... non, champion d'Île-de-France de cross. C'est une compète qui est super relevée, surtout en Île-de-France. Et donc, après, je l'avais gagné. Je m'étais dit, bon, bah, ça serait cool d'aller faire un podium aux France. Du coup, l'année d'après, j'ai fait un podium aux France, et ça m'a qualifié au championnat d'Europe de cross. Et donc ouais, tu te construis des petits objectifs comme ça, et qui deviennent de plus en plus ambitieux, et c'est bien parce que ça te permet de tous les matins fermer la porte derrière toi et te dire bah allez, faut aller s'entraîner, et je sais pourquoi je le fais, quoi. Ce matin, je te disais, j'enregistrais avec un invité qui me disait que effectivement, on n'est pas toujours motivé. On a beau avoir la meilleure volonté du monde, quand on a notre planning, notre carnet d'entraînement, bah, y a des jours, on a un petit peu du mal à se lever, quoi. Et justement, ce qui va nous sauver, ça va être cette routine. Toi, c'est pas forcément la routine qui va te sauver au niveau de la motivation, c'est ta liste, et de te dire, bah, hey, tu te mets une petite fessée, tu te dis, allez,
C'est pour ça que tu y vas, donc vas-y, c'est ça, non ? Moi, c'est vraiment ça. Enfin, j'ai toujours marché uniquement aux objectifs, que ce soit dans tous les pans de ma vie, en fait, hein, que ce soit dans les études ou quoi. Enfin, je sais que moi, dès qu'on me met un objectif de place ou un objectif de concours, de machin, globalement, ça me transcende et c'est vraiment ça que j'aime. Donc ouais, j'ai vraiment marché qu'aux objectifs toujours. Et puis en plus, enfin, je sais pas, tu l'as peut-être senti au début, comme je t'ai dit, moi, mon objectif, ça a jamais été d'être professionnel ou quoi. En fait, j'ai jamais été passionné d'athlète, tu vois. J'y suis arrivé parce que je te dis, c'est la suite logique des choses et que je m'y plaisais et que je m'y retrouvais dans mes objectifs, etc. Mais ça a jamais été un rêve. Et moi, aujourd'hui, j'ai pas honte de le dire, tu vois, je fais sûrement de l'athlète pour les mauvaises raisons. Enfin, dans le sens où c'est pas quelque chose qui me passionne, c'est pas du tout un loisir, je me vois pas courir encore 15 ans. Et en revanche, du coup, ouais, moi, ce qui m'a fait tous les jours claquer la porte de la maison et me dire, allez, faut aller s'entraîner, ça a toujours été uniquement des objectifs liés à la performance et rien d'autre, quoi. Honnêtement, tout à l'heure, je te disais que je m'entraîne entre 9 et 11 fois par semaine. Enfin, ça serait te mentir que de te dire je prends du plaisir les 10 fois, quoi. Pas du tout. Je prends même du plaisir peut-être que 2 fois sur 10, quoi. Mais le reste, c'est juste de la discipline. Ouais, mais du coup, ton plaisir, tu vas aller le chercher dans l'atteinte de ton objectif. Voilà, c'est vraiment ce qui me nourrit, quoi. Je comprends mieux que tu mettes un petit peu des guillemets sur le côté sportif de haut niveau. Tu y vas, tu prends ton pied quelques fois à l'entraînement, surtout en compétition quand tu gagnes, quand tu rayes des lignes sur ta liste et puis que tu rajoutes une autre ligne. T'en es où là dans ta liste ? T'as toujours 10 courses objectifs ou ça commence à se réduire ? Parce que ce qui me fait peur, c'est qu'une fois que tu auras coché toutes les cases, qu'est-ce que tu vas faire ? Non, maintenant j'ai beaucoup d'autres objectifs, hein. Honnêtement, c'est beaucoup plus facile de trouver des objectifs que de les rayer. Donc non, moi, des rêves, j'en ai plein la tête. Et puis, comme t'as dû le comprendre là depuis le début, j'ai aussi des rêves dans d'autres pans de ma vie, comme je te le disais. Donc je pense que sportivement parlant, j'en ai des très très gros que je réaliserai sûrement jamais, mais en tout cas qui me poussent tous les jours à continuer de m'entraîner et à continuer à prendre du plaisir, en tout cas dans cette quête vers la performance. En tout cas, j'essaye d'y tendre, quoi. Bon, vas-y, tu nous partages 2-3 des lignes de ta liste sur les objectifs sportifs, hein. Le reste, on te laisse les garder, tu nous les partageras plus tard. Sportif, là, ça va paraître complètement fou, mais moi, mon rêve ultime, c'est de gagner l'UTMB. On est plus sur du cross, là. C'est un petit peu plus long qu'un cross, quand même. Donc voilà, c'est un cross un peu long où globalement, tu essayes de faire le tour du Mont Blanc avec 10 000 mètres de dénivelé en moins de 20 heures. Donc, sur 170 km. Ouais, sur 170 km en traversant 3 pays. Et c'est pas en vélo, hein. C'est bien en courant. Ouais, c'est bien en courant. Donc, celui-là, c'est peut-être celui qui est tout en haut de la liste, quoi. Écoute, il y en a qui l'ont fait, l'année dernière. Les 2 premiers, ils étaient en moins de 20 heures. Hein, donc, il faut pas se fixer de barrière. Non, mais je m'en fixe pas et je m'en cache pas non plus. Donc, je suis très content d'avoir cet objectif-là en haut de ma liste. Et en tout cas, je sais que un jour, je le... Enfin, en tout cas, je me retrouverai sur cette ligne de départ à Chamonix qui me fait rêver. Et je sais pas si je le gagnerai, mais... En tout cas, c'est un truc qui m'anime, quoi. Bon, le seul problème, c'est que l'entraînement UTMB à Paris, c'est chaud, faut réussir à trouver de la grimpette. Ouais, mais bon, tu vois, je vais encore peut-être une fois retomber sur mes pattes parce que comme je fais un master en politique de l'environnement, je vais peut-être être amené à bouger dans certains endroits où l'environnement est un peu plus propice et à mes études et au sport de montagne. Donc je retomberai peut-être sur mes pieds une nouvelle fois et ça me permettra une nouvelle fois de faire concilier les deux, quoi. Bon, écoute, c'est le pire qu'on te souhaite en tout cas, hein. Et moi je rêve de te voir sur la ligne de départ de l'UTMB et puis tant qu'à faire... même pas faire un podium, gagner, quoi. Ouais, bon. Pour l'instant, j'ai pas envie d'être trop prétentieux parce que c'est même pas une discipline que je pratique actuellement, donc
Donc ouais, c'est clair que c'est un peu présomptueux de te dire ça là, mais en tout cas, c'est des objectifs de cet ordre-là que j'ai sur ma liste et c'est ce qui fait, enfin en tout cas, maintenant tu comprends pourquoi j'arrive à sortir tous les jours de chez moi, matin et soir, quand il fait nuit tout l'hiver. Pour pouvoir aller faire ces kilomètres, quoi. C'est clair, je comprends tout à fait. En tout cas, non, je trouve pas ça présomptueux, hein. Au contraire, je trouve que tu fais part d'énormément d'humilité et j'apprécie ce petit partage. Si tu veux, on pourra l'enlever au montage, sinon on le laisse. Laisse-moi réfléchir un peu. Ça va, je ferai le montage, je te le partagerai et puis je te le ferai valider. Ok, ça va pas de souci. En plus de tes ambitions sportives, tu es étudiant. Comment est-ce qu'aujourd'hui tu finances ta, entre guillemets, carrière de sportif de haut niveau ? J'entends que pour toi, c'est pas forcément du plaisir, c'est pas forcément un loisir, ça fait partie des objectifs que tu veux atteindre, mais faut se lever le matin, il faut acheter du matériel, il faut manger, il faut se déplacer parce que les courses, elles sont rarement au pied de chez toi, quoique en Ile-de-France, il y en a quelques-unes qui sont sympas quand même. Donc comment est-ce que tu finances un petit peu tout ça ? Aujourd'hui, moi, j'en vis pas. Je vis pas de l'athlé. C'est pour ça que je te disais, je suis même pas semi-professionnel, mais en tout cas, j'ai des partenaires privés qui m'accompagnent depuis 2 ans. Mais tu peux les citer si tu veux. Ouais. Du coup, moi, mon sponsor principal, c'est Oka, qui est une marque pareil en plus qui est né à Annecy, donc ça me parle pas mal parce que j'ai toute une partie de ma famille qui est de là-bas. Ça a été racheté aujourd'hui par des Américains, par un fonds américain, mais en tout cas les racines restent en Haute-Savoie, donc ça me fait très plaisir de faire partie de cette marque. Et puis ensuite j'ai une marque de nutrition qui s'appelle NAC, et l'année dernière j'ai été aussi accompagné par Iron, du coup, qui est un revendeur pareil de chaussures. C'est une place de marché principale en France. Donc moi j'ai ces 3 partenaires qui me permettent en tout cas de partir en stage quand je le veux, de partir comme tu le disais aux compètes, parce que c'est vrai que c'est de plus en plus rare d'avoir des compètes de haut niveau. En tout cas, j'ai envie de rentrer et qui me permettent de faire des grandes performances uniquement en Ile-de-France. L'année dernière, j'ai dû partir, je sais pas, sur une dizaine de compétitions. C'est vrai qu'il y en a peut-être 8 qui sont à plus de 4 heures de Paris. Donc forcément, il faut payer les billets, il y a du matériel à payer, il y a les stages à payer. Et c'est clair qu'une saison, ça a un coût et c'est vraiment une chance d'avoir ces partenaires derrière qui te permettent de faire ces saisons, quoi. Ah, tu m'étonnes. T'as une idée à peu près du coût d'une saison, en rappelant bien encore une fois que toi, pour l'instant, tu te sens pas athlète de haut niveau, donc tu cours pas après les compétitions, tu cours après ton objectif. T'as une idée à peu près du coût d'une saison, si on considère l'accompagnement de tes partenaires ? Ouais, en fait, le plus gros poste de dépense, c'est quand même les stages, notamment en athlé. Je sais que, moi du coup là, j'essaye de réduire drastiquement, voire de ne plus du tout prendre l'avion, donc ça me coûte beaucoup moins cher. Ça m'aurait coûté beaucoup moins cher cette année, mais les autres années, en gros, je partais 3 fois par an, souvent 3 fois grosso modo un mois. Et donc à chaque fois c'est l'Afrique du Sud, c'est le Kenya, c'est le Maroc, c'est le Portugal. Ça va être chaud, Afrique du Sud et Kenya en train, ça va être chaud quand même. Ouais, non, mais c'est pour ça que juste j'y vais plus, quoi. Donc c'est réglé assez facilement. Mais et du coup à chaque fois c'est un mois là-bas, donc je pense que à chaque fois c'est grosso modo 3 000 € fois 3-4 par an, avec les allers-retours en compétition, etc. Je pense que c'est entre 15 et 20 000 € quoi, par an. Et comme tu l'as bien dit, je suis même pas un sportif, tu vois, de haut niveau qui fait les Diamond League ou quoi, tu vois. Je suis pas du tout sur le circuit principal. Je fais pas des compétitions super réputées et renommées, donc c'est clair que ce budget-là, tu peux le doubler ou le tripler si t'es un athlète de plus haut niveau, quoi. Donc c'est assez conséquent et c'est clair que si on doit le sortir de sa poche,
t'as intérêt à avoir les reins solides, quoi. C'est ça, et c'est tout l'antagonisme pour les sportifs de haut niveau qui souvent soit ont arrêté leurs études, soit sont encore en études pour pouvoir se consacrer à leur sport, et du coup qui n'ont pas de revenus, mais malgré tout, il faut quand même financer une carrière comme ça, quoi. Ouais, non, mais c'est clair que, enfin, aujourd'hui, c'est le frein, je pense, de beaucoup d'athlètes qui sont super doués. Et moi, je le vois encore plus, tu vois, enfin, dans mon club ou dans la ville où j'habitais avant, parce que moi, du coup, je suis licencié en Seine-Saint-Denis, dans le 93, et moi, enfin, je sais pas, j'ai vu passer mais des tonnes et des tonnes de mecs qui étaient, je pense, les plus doués de France et qui auraient pu faire des tonnes de podiums au championnat de France, voire au championnat d'Europe, et qui juste, faute de moyens, on fait autre chose, ou on fait du foot, ou on fait quelque chose d'autre, tu vois, moins onéreux à la place. Enfin, juste parce qu'ils pouvaient pas se permettre de partir en stage ou s'acheter 3 paires de pompes par an, et donc c'est vite un frein, quoi. Alors qu'à la base, la course à pied, tu vois, ça reste un sport dont l'essence t'as juste besoin d'un short et d'une paire de baskets et tu vas courir, quoi. Ouais, et encore, moi j'ai fait toute une année de préparation pieds nus, donc t'as peut-être même pas besoin de chaussures. Bon, quand t'es accompagné par Oka, forcément tu vas pas dire le contraire. Ouais. non, moi, pas encore, ouais, pieds nus. Et toi, justement, qui est accompagné par 3 partenaires privés, tu les as cités, il y a Oka, il y a NAC, et puis il y avait Iron l'année dernière. Ce serait quoi ton meilleur conseil, justement, pour les aspirants sportives et sportifs de haut niveau, pour pouvoir entrer en contact avec des partenaires privés pour leur demander un soutien? Est-ce que c'est un travail de longue haleine? Est-ce que tu attends que les partenaires viennent à toi? Ou est-ce que tu as la technique qui va permettre à tous les auditeurs, les auditrices et même les invités du podcast de pouvoir enfin vivre de leur sport? Ouais, là encore une fois, ça sera un peu présomptueux de dire que j'ai la réponse. Mais non. Ouais, t'es passé par là. Ouais, non, mais c'est clair que j'y suis passé par là, et je pense que de toute façon, enfin, il y a deux biais, hein. Faut être soit très fort, et dans ce cas-là, ils viendront à toi, à vous. Soit, enfin, moi, souvent, j'essaye de me mettre du côté de la marque, tu vois, et je me dis, aujourd'hui, quels sont les athlètes, tu vois, ou les personnalités qui me font vraiment rêver. Et pour moi, aujourd'hui, enfin, les athlètes les plus intéressants et en tout cas moi que j'admire vraiment, c'est ceux qui comprennent que c'est des personnalités publiques, et que aujourd'hui public, tu vois, ça veut dire, enfin, en fait, public à la base chez les Grecs, ça voulait dire politique, en fait. Enfin, on peut remplacer tout le temps public par politique. Et je crois que c'était Hannah Arendt dans La condition de l'homme moderne qui disait justement qu'en fait le politique c'était le domaine de la liberté et c'était le lieu d'expression des subjectivités, je crois. Je le dis mal, hein, mais elle disait ça, je crois. C'était le lieu d'expression de la subjectivité. Et donc aujourd'hui, je pense que vraiment le but c'est que les athlètes ils prennent à bras le corps des sujets publics, et qu'ils en parlent, et que ça, moi j'aime bien les athlètes qui s'engagent et qui comprennent que c'est des personnalités réellement publiques et qui ont un impact dans la société, quoi. Ah, ça, et puis il y a ce sujet justement qu'on a abordé avec Alban Benasser, avocat en droit du sport, on faisait le constat malheureux, c'est que beaucoup de sportifs n'ont pas le temps ou n'ont pas les compétences pour se consacrer à leur personal branding, à leur propre image. Et malheureusement, pour vivre de son sport, t'es pas obligé d'être le plus fort, le meilleur, le plus beau, tout ce que tu veux. Il faut être un bon communicant, travailler sur ton image, et c'est finalement ce que tu as à rendre en échange de tes partenaires qui vont pouvoir t'accompagner. Non, mais c'est clair, hein. Et je pense en plus que la course à pied, quelque part, c'est justement quelque chose d'assez vertigineux, dans le sens où pour être un athlète de haut niveau et pour tendre en tout cas vers la performance, faut forcément à un moment développer une force de travail sur le temps long. Et tu sais, c'est un peu le mythe de Sisyphe là où en gros à chaque fois tu t'efforces de monter le rocher tout en haut de la montagne, et au final le rocher il va reglisser tout en bas. Et justement en fait ce temps long, je pense qu'il va un peu à l'encontre de la société aujourd'hui qui est du tout de suite. Et donc moi je pense que si j'étais un athlète et que je recherchais des partenaires aujourd'hui, ce serait justement de valoriser ce temps long et de dire
enfin voilà, j'ai des vraies convictions et je vais jusqu'au bout des choses et c'est ça qui prime, quoi. Bon, c'est un peu ce que tu as fait aujourd'hui, hein, en nous disant que toi, tu as tes convictions. Des convictions, c'est pas forcément uniquement de courir pour le plaisir, mais c'est aussi de courir pour un objectif. Et que l'un de tes objectifs à long terme, il est quand même assez osé. Remarque, avec Oka qui t'accompagne, ça peut être pas mal. C'était un beau sponsor de cette épreuve. Ouais, c'est le sponsor principal, donc... Je pouvais pas mieux tomber. T'as remarqué que je reste un petit peu mystérieux sur l'objectif parce que si tu me dis après finalement coupe l'histoire de l'UTMB, comme ça, j'aurais qu'un seul endroit à couper. C'est clair, d'accord. C'est très pertinent là pour l'instant. Ça marche. Jules, c'est top ce que tu nous partages. Cet échange, moi, plein d'humilité, j'apprécie, j'adore vraiment ta façon de voir les choses et de t'exprimer. On sent aussi que tu es assez cultivé pour aller citer Hannah Arendt. Il faut quand même déjà avoir bien avancé, bien étudié. J'apprécie aussi. J'ai coutume de terminer le podcast avec une question qui, en soi, est assez simple, mais parfois un peu déroutante. Si tu pouvais te projeter en arrière et parler au petit Jules Robin de 15 ans, tu vois, quand tu vas switcher entre le triathlon et la course à pied. Pour toi, finalement, ça fait pas si loin que ça. Hein. C'était qu'il y a 6 ans, mais voilà. Si tu pouvais te mettre à côté de lui et que lui sache quelle vie il va vivre les 6 prochaines années. Donc, il sait très bien que tu es son futur, il sait très bien quel futur tu as vécu. Qu'est-ce que tu penses que le petit Jules Robin de 15 ans dirait au grand Jules Robin de 21 ans ? Ce que je lui dirais en tout cas, c'est de continuer d'être très ambitieux, d'avoir des objectifs qui paraissent inatteignables. Mais ouais, comme je te disais, en tout cas, c'est d'avoir vraiment des rêves en fait, qui peuvent quand même devenir des objectifs. Et pour les réaliser, ces objectifs, je pense que je lui dirais justement entoure-toi bien parce qu'au final, en fait, pour être un athlète de haut niveau, faut briser ce mythe qui est qu'il faut être super égoïste et renfermé sur soi et faire les choses que pour soi. Je pense que aujourd'hui, je réussis mieux parce que je suis un meilleur copain pour ma copine, un meilleur fils, ou parce que je prends plus en compte, tu vois, mon entourage. Et donc le but, ouais, ça serait de lui dire entoure-toi bien et rêve grand, quoi. Ouais, mais là, tu me l'as fait à la politicien. Là, c'est pas la question que je t'ai posée. Je te l'aurais posée de toute façon, ce que toi, t'allais lui dire. Mais la première question, c'est qu'est-ce que lui dirait de toi en sachant la vie qu'il allait vivre dans les 6 prochaines années? Ah non, je lui dirais juste, dans ce cas-là, éclate-toi et éclate-toi, profite de toutes les opportunités que t'auras. Sois gentil avec les gens qui t'entourent et moins égoïste que tu l'étais il y a 6 ans. Et non, je te dirais juste profite. Super. Bah écoute, merci beaucoup Jules pour ce moment qu'on a passé ensemble. 45 minutes finalement, hein. Tu vois, c'est passé tout seul. Hein. Où est-ce qu'on te suit si on veut en savoir plus sur toi, suivre ton actualité, savoir où est-ce qu'on peut venir te rencontrer, partager un entraînement avec toi? Si c'est en termes d'entraînement, et comme je suppose qu'il y aura pas mal d'athlètes dans tes auditeurs, c'est peut-être sur Strava que c'est le meilleur endroit. Ça, c'est un super tuyau. À chaque fois, j'oublie. Mais effectivement, il faut que je demande à tous mes invités leur Strava. Je mettrai ça dans les notes de l'épisode. Ça peut être sympa de se créer un réseau, se créer un club dans les vestiaires avec les invités et les pratiquants, les auditeurs qui ont écouté le podcast. Bah ouais, carrément, parce que c'est sûr qu'il doit y avoir un certain nombre de tes auditeurs qui courent. Donc, c'est peut-être ici qui verront le plus. J'essaye d'être assez actif et de faire des trucs un peu à ma manière en mettant des photos, des citations, des trucs que je lis, des machins. Donc j'essaye d'être assez vivant là-dessus. Et puis sinon, sur Instagram ou LinkedIn, Jules Robin. Partout. Je mettrai de toute façon les liens dans les notes de l'épisode. Merci beaucoup Jules, c'était un bon moment. J'espère que ça t'a plu. Et puis hâte, un de ces 4 en venant en région parisienne, de te croiser puis d'aller partager quelques mètres de bitume ou de tartan. Carrément. Merci beaucoup à toi en tout cas de m'avoir reçu. C'est passé super vite. On a déjà parlé 45 minutes et c'était cool. Donc merci à toi de permettre aux sportifs de s'exprimer et de faire comprendre aux éditeurs que le sport de haut niveau c'est pas que sympa et que ça a un coût. Donc merci de mettre tout ça en lumière. Je t'en prie. À bientôt. Merci, à bientôt. Alors on est d'accord, chaque athlète a une histoire unique, comme tous les athlètes que vous avez pu entendre sur ce podcast jusqu'à présent. Et d'ailleurs, il n'y a pas
que des athlètes, il y a aussi celles et ceux qui font le sport, il y a aussi des entrepreneurs, des experts business qui viennent nous parler de leur vision, de comment est-ce qu'on peut construire une carrière de sportif de haut niveau ou accompagner. Justement, eh bien, on a écrit le livre dans les vestiaires qui s'appelle Secret de champion. Avec Amazon, vous pouvez le faire imprimer et le recevoir directement chez vous. Sur le site, ce sera de la version électronique. Tout ça pour dire que le média dans les vestiaires œuvre pour soutenir les sportives et les sportifs de haut niveau, pour les aider à construire leur carrière et pour atteindre le plus haut niveau. Qui sait, peut-être on retrouvera une bannière dans les vestiaires sur les podiums des Jeux Olympiques. En tout cas, n'hésitez pas à venir échanger avec nos invités sur leurs réseaux sociaux. Tous les liens sont dans les notes de l'épisode. Et puis, chaque euro compte. On a besoin de vous. 100% des dons sont directement reversés aux sportives et sportifs de haut niveau invités sur le podcast Dans les vestiaires. Notre objectif, c'est de mettre en lumière ces héros du sport et ils ont besoin de votre soutien. Le plus simple, c'est encore de partager leurs histoires et de les aider à briller sur la scène internationale. Et ainsi, tout le monde fera un petit peu partie de cette superbe aventure sportive et philanthropique. Partagez leurs épisodes, ça nous aide et surtout ça les aide. Allez, sportez-vous bien et on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. Salut les sportifs!